Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette suite de nos deux précédentes conversations avec Brigitte Lefebvre, qui fut directrice de la danse de l'Opéra national de Paris, qui fut aussi danseuse, qui fut aussi la créatrice du Théâtre du Silence. Brigitte Lefebvre, bonjour. Bonjour. Donc, nous nous sommes quittés la dernière fois. Vous veniez d'être nommée administratrice de l'Opéra Garnier, et ça, c'était en 92. Et 2 ans plus tard, vous êtes directrice de la danse. Comment se fait le passage? Et puis ensuite, j'essaierai d'obtenir de vous tous les secrets de la direction de la danse de l'Opéra de Paris. Non pas les secrets des personnes, mais les secrets de ce qu'on appelle aujourd'hui le management ou les ressources humaines. Mais enfin, c'est tout simplement la capacité à diriger 154 danseurs et danseuses avec le poids et l'énergie des traditions. Bref, voilà. Mais nous passons pour le moment de l'état d'administratrice à l'état de directrice de la danse. Comment ça se passe? Alors, en fait, avant de rentrer dans ce qui est le plus important, enfin, c'est le travail. Mais j'étais donc effectivement administratrice générale. Il y a eu des changements au plus haut niveau du pays. Et puis, on a appelé, je reviens à UGAL, on a appelé UGAL pour diriger, voilà. Alors, un petit mot, parce que tous nos auditeurs ne savent pas oui, rappelez qui est UGAL. Donc, UGAL a été l'adjoint de Rolf Liebermann à la direction de l'Opéra de Paris, au moment où Giscard d'Estaing fait venir Rolf Liebermann, et à un moment où l'opéra était un peu fatigué, on va dire. Il y avait une troupe qui n'avait pas beaucoup de réputation. On parlait surtout du lyrique. Il y avait le lyrique, absolument. Et donc, Rolf Liebermann fait ce qu'on sait, c'est-à-dire redonne des distributions, fait venir des distributions prestigieuses dans le lyrique, obtient de la télévision qu'elle diffuse des opéras, notamment le Don Giovanni, qui était en 72, sans doute, je crois 72. Bref, présenté par Léon Zitrone, je m'en souviens, parce qu'on avait, comme on savait pas très bien ce que c'était que l'opéra à la télévision, on avait dit, celui qui fait les enterrements des rois, là, et puis le tiercé, donc... Tout à fait désigné. Et j'entends encore Léon Zitrone dire à l'entracte du Don Giovanni, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre le premier acte du Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Dans quelques instants, vous entendrez le second, qui, je ne crains pas de le dire, ne gâche pas le premier. Ce qui n'était pas faux, par ailleurs. Et donc, UGAL est l'adjoint de celui qui remet les projecteurs sur l'Opéra national, puis au moment où Rolf Liebermann doit quitter l'Opéra UGAL part à Genève, où il dirige le Grand Théâtre de Genève pendant assez longtemps, une dizaine d'années à peu près, avant d'être appelé, étant donné la réussite qui a été la sienne à Genève, avant d'être appelé pour faire d'abord le rapport sur ce que peut devenir l'Opéra national de Paris maintenant qu'il possède la salle de la Bastille et la salle du Palais Garnier, et donc c'est avec lui que vous allez travailler. Oui, moi je le connaissais lorsque j'étais danseuse à l'opéra, et avec beaucoup de respect en ce qui me concerne envers lui. Hein. Et c'est lui donc qui m'avait finalement décidé à ne pas revenir, puisqu'il m'a dit ou tu pars ou tu restes. Bon, ou vous partez ou vous restez. Bon, bref. Mais j'étais restée en amitié avec lui. Et il avait suivi, j'allais dire, ma carrière, ce qui est un peu prétentieux, mais il l'avait fait. Et en fait, quand on m'a demandé d'être administratrice générale de Garnier, je lui ai demandé conseil. Et je me souviens ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il avait été déjà plusieurs fois sollicité pour revenir. Et il m'a dit, écoute, accepte, on ne sait jamais. Je me dis, tiens, on ne sait jamais. Anticipait-il? Était-ce, voilà. Et quand il est revenu, en fait, il avait un projet très précis qu'il souhaitait, très, très fonctionnel dans le bon sens du terme, très ambitieux mais fonctionnel. Et il avait besoin autour de lui d'une équipe, d'ailleurs, qui était absolument formidable, et dans laquelle il souhaitait m'associer en tant que directrice de la danse. Ce qui n'a pas été facile, parce que c'est pas comme de faire comprendre qu'un grand danseur comme Patrick Dupont n'est pas forcément un directeur managérial
qui n'est pas simplement administratif, parce que parfois on mélange tout ça. Il l'a donc fait. Donc il l'a fait avec le plus de précautions possible, mais c'était difficile. Dans tous les cas, il m'a imposé comme directrice de la danse et j'étais heureuse d'être à ses côtés. On l'a fait pendant 9 ans. On était à la fois... Il disait d'ailleurs qu'il pouvait tout déléguer, mais que la danse, pour lui, c'était très important qu'elle soit tenue par moi, enfin en tout cas par une personne qu'il avait choisie. Et je crois que ce qui m'a accompagnée dans mes socles successifs, je reviens à cette formulation de socle, c'était tout ce que j'ai fait. L'école de danse, le ballet, vouloir travailler en dehors du ballet, être à l'écoute d'autres types de musique, même quand j'étais encore à l'opéra, faire mes propres chorégraphies et aimer travailler avec d'autres. Puis ensuite, aller à la rencontre d'un nouveau public avec le Théâtre du Silence, vous en avez parlé. Comprendre ce que c'est, même d'aller demander des subventions. Vous savez, on ne savait pas ce que c'était. Nous, on était nourris, blanchis à l'opéra, peut-être pas blanchis, et nourris par la cantine, oui. Et puis, donc on a compris tout ça, s'adresser effectivement à des édiles, diriger une troupe du même âge que soi, donc ils comprenaient pas toujours, donc ils commettent des erreurs. Enfin, moi, j'en ai commis, bien évidemment, et savoir comment faire pour, dans le respect de l'autre, mais dans la fermeté qu'on se doit d'avoir pour que les choses puissent marcher collectivement. Et puis après, la délégation à la danse, on en a parlé, être au sein d'une direction d'administration centrale avec des collègues tout à fait intéressants, pouvoir essayer de convaincre un ministre et son cabinet de la nécessité d'avoir pour telle ou telle ligne budgétaire tel et tel argent. Vous savez, la danse, c'est curieux parce que je pense que beaucoup de gens aiment la danse. Et surtout, j'avais remarqué que quand j'allais présenter dans une ville ou dans une région une compagnie de danse qu'on souhaitait implanter avec son chorégraphe, sa chorégraphe, au début, il y avait des difficultés. Certains étaient demandeurs, parfois aussi. Et après, une fois que la personne était là avec sa troupe, on s'attache. Je trouve qu'il y a une espèce d'attachement qui n'est pas que traditionnel. Je ne sais pas trouver le mot. Je veux dire, il y a une affectivité qui se manifeste. Tout ça, je l'avais en tête. Moi, j'aime aussi beaucoup le plateau. J'aime beaucoup regarder les montages des techniciens, regarder enfin, je sais pas, toute la vie du théâtre m'a toujours beaucoup plu. D'ailleurs, ça m'avait manqué quand j'avais quitté l'opéra, parce que c'est une autre manière de faire son métier de directrice et de danseuse. Donc, je me suis retrouvée là, et enfin, ça paraît bête de le dire, mais tout me passionnait. Tout me passionnait. Je savais qu'il y avait Hugues qui était au sommet, une équipe de collègues absolument remarquables, que ce soit chef d'orchestre James Colon, il y avait Paul Mu qui était... Enfin bon, je ne vais pas commencer à faire l'organigramme, mais vraiment des gens absolument extraordinaires. Le directeur du planning, Christopher Sefferlet, remarquable, qui avait toute la confiance. Le planning, c'est formidable. C'est ça. Je dis souvent, c'est finalement le patron de la maison. Je veux dire. Et ça m'a beaucoup intéressé. Tout le travail, toute la mécanique, si vous voulez, la régie de la danse, le régisseur général, c'est le chef de gare. Quand ça part, quand c'est possible, le nombre de danseurs qu'il y a, mais les concours, évidemment, c'est la face visible, mais elle est intéressante, vous l'avez très bien décrite. La sensation, moi je suis restée pendant plus de 20 ans, la sensation qu'on a une responsabilité d'accompagnement de chaque danseur, si vous voulez. Et puis il y en a, très franchement, avec lesquels on a des atomes crochus plus manifestes. Et il faut justement avoir cette sensation, je dirais pas mère de famille nombreuse, parce que je me sentais pas du tout maternante, mais d'être attentif à chacune et chacun, quel que soit son grade, et quel que soit son comportement, si vous voulez. Et ça, c'était parfois plus difficile. Mais c'est une ardente obligation. Alors, vous êtes à la direction de la danse à l'Opéra National de Paris. Vous avez été dans le corps de ballet. Quand vous arrivez comme directrice de la danse, qu'est-ce que vous percevez de différent du corps de ballet que vous ne pouviez pas voir ou que vous ne voyiez pas quand vous étiez juste une danseuse? Alors, une chose que j'ai c'est drôle. J'avais pas du tout la sensation. Je sais que je suis des leurs. Et finalement, moi, je n'ai jamais désiré, et c'est pas du tout la fable de La Fontaine, des raisins qui sont trop verts, mais j'ai jamais désiré être étoile. Moi, j'avais une autre façon de considérer les choses.
j'étais très observatrice de ce qui se passait dans un théâtre. J'étais sans doute pas la plus douée. Il y avait des danseuses que j'adorais, qui sont d'ailleurs avec qui on a à peu près le même âge, comme Noëlla Pontois, qui était absolument extraordinaire. Guylaine Tespard, je l'ai connue bien après. Mais Wilfrid Piolet, et puis plein d'autres. Moi, j'adorais Claire Motte. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour certains, mais c'était pas comme ça. Je me visualisais pas comme ça. Nanon Thibon, oh là là, elles me reviennent toutes. Puis les danseurs. Mais je me souviens de Jean-Pierre Bonnefou, par exemple, que j'aimais énormément, on est rentrés à l'école ensemble. Je les voyais, eux, ailleurs. Et moi, différemment, quoi, si vous voulez. Donc, de nouveau, je me sens spectatrice de cette compagnie. Je me sens à la fois intégrée des leurs et spectatrice de cette compagnie, respectueuse aussi de ce que ça représente d'être étoile. Ça veut dire que cette consécration que l'on a, un mental à toute épreuve, un travail ardu. Enfin, et puis, il y a les professeurs. Et puis, il y a surtout qui on invite, les chorégraphes. Parce que c'est quand même, c'est le sel, quoi, si vous voulez. Il y a le répertoire, il y avait le répertoire de Rudolf Nureyev, il y avait le passage de Rudolf, hein, qui était un directeur prestigieux, hein, on le connaît, c'est devenu même un mythe maintenant, Rudolf. Il n'était pas là tout le temps. Il était citoyen autrichien, je crois. Donc, il était là le temps que le fisc le lui permettait, d'une certaine manière, ou il devait être là autant qu'il devait l'être. Mais il avait une équipe formidable, dont Patrice Barre, dont Eugenia Poliakov. Il avait une équipe. Mais je sentais une compagnie qui était je dirais pas désorganisée, mais qui avait fait un certain type d'organisation qui trouvait qui n'était pas toujours productive, en fait. Pas productive, on se comprend, mais pour eux, c'est pour leur temps, pour ce qui s'est consacré. Donc moi, j'ai eu envie de les rassembler, si vous voulez, de donner beaucoup de pouvoir exécutif à la régie de la danse, au maître de ballet. J'ai pu nommer, enfin, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu le temps. On m'a donné le temps. Chaque fois qu'un directeur partait, je parlais des 9 ans avec Hugal, après j'ai travaillé avec Gérard Mortier, avec qui je me suis très bien entendu. Très différent, et en même temps c'était un peu la même famille que Hugues, mais c'était un peu je dirais les frères ennemis. Je sais pas si Hugues serait d'accord que je dise ça, mais c'est ce que je crois. Et à chaque fois c'était des choses qui enrichissaient ma réflexion, et qui parfois me remettaient en cause aussi, si vous voulez. Ce que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup aidé aussi, je crois, ça a été de voir tous les spectacles. C'était de voir les spectacles. J'étais sortie tout le temps, d'abord pour la compagnie, pour le Ballet de l'Opéra, entre Bassy et Garnier. Le nombre de fois où j'avais une voiture qui m'attendait pour m'emmener après l'entracte de Garnier à Bassy pour voir telle ou telle prise de rôle, ou voilà. Et ça a été de regarder la vie de la maison. Et la vie de la maison, elle rassemble tout, dont le corps de ballet. Quand vous parlez avec une dame ou un monsieur des chœurs, ou voilà, c'est formidable. Il y a, je crois, 80 corps de métier à l'opéra. Peut-être pas parler avec chacun, mais les perruquières, l'atelier de couture, tout ça, on se sent appartenir à toute cette constellation, et en même temps, où chacun a sa place, et en même temps, on est là pour les accompagner, pour être parfois critiqués, et on peut les entendre, et en même temps, parfois ne pas entendre. Quels sont les leviers que peut utiliser une directrice de la danse pour mener la politique artistique qui est la sienne? Vous avez dit un mot de ce qui paraît s'imposer, en effet, les chorégraphes. Si on choisit de faire venir des chorégraphes, alors, les créations. Lesquels avez-vous choisi, et dans quelle direction vouliez-vous, à travers ça, ouvrir le corps de ballet de l'opéra? Vous avez parlé de maître de ballet aussi. Oui, très important. Sur lequel je crois qu'il faudrait dire un mot. C'est en effet un métier qui compte. Donc commençons par les chorégraphes, si vous voulez bien. Lesquels avez-vous fait venir? Lesquels n'avez-vous pas réussi à faire venir? En 20 ans, d'abord, il y a des chorégraphes qui ont été invités par la suite, et j'ai trouvé que c'était super. Et je ne l'avais pas fait parce que c'était pas prêt, parce que c'était trop tôt, parce que je n'ai pas pensé. Voilà, parce que ça continue tout le temps, hein. C'est très riche, la création chorégraphique. Mais vous pensez à qui? Il y a des noms qui vous viennent à l'esprit? Moi, j'étais contente de voir, par exemple, Crystal Pite. J'avais pas pensé. C'est quelqu'un que je trouve
intéressant à faire entrer dans la maïeutique, opéra de Paris. Je trouve ça intéressant et il faut aussi que ça puisse, plaire au sens profond du terme aux artistes, qui vont l'interpréter. Ils en sont heureux. Après ce qui est compliqué et là j'ai du mal à l'expliquer, c'est que nous avons un savoir puissant. Cette danse classique, elle est extraordinaire. Je pense à Pierre Lacotte, qui vient de mourir à 92 ans, un éternel jeune homme, mais qui avait un tel amour de la danse qui le lui rendait bien, d'ailleurs. Alors, il se tournait vers le passé, vers la chorégraphie, vers cette écriture pour la propulser et autres. Il faut pas aller trop vite en disant que, justement, c'est poussiéreux. Ça l'est pas. Ce qui est poussiéreux, c'est la manière de le faire. Ce qui est poussiéreux, c'est de ne pas avoir la ferveur de le présenter. Ce qui est poussiéreux, c'est de ne pas se dire, comme il y a Pierre Lacotte ou Nourieff, ben on va pas présenter Pina Bausch. Vous voyez, c'est tout ça. Pour moi, c'est très important ce contraste. Et j'ai un souvenir vraiment très particulier qui peut sans doute illustrer ce propos. C'est quand j'avais fait venir donc Pina pour le Sac du Printemps. C'était une amie, elle était une personnalité extraordinaire. Enfin, de toute façon, on va pas parler de Pina en 5 minutes. Et elle avait accepté. Et les danseurs ont été, et en particulier les danseuses, extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Un mois et demi après, il y a Kolpakova, la grande danseuse russe, Kolpakova, qui est venue remonter les Sylphides, qui est le ballet, la quintessence du ballet romantique tel que Fokine l'avait revisité dans le cadre des ballets russes. Et c'était les mêmes artistes. Et moi, je ne cache pas, je n'ai pas sangloté, je vous rassure, je me suis tenue, mais ça m'a profondément émue de voir que ces artistes-là, ces jeunes femmes-là, se sont retrouvées, après avoir dansé dans la terre, se retrouver avec leurs bras comme ça, avec des positions. J'ai trouvé ça absolument magnifique, et pour moi, c'est ça l'Opéra de Paris. Vous savez, parfois, on entend parler de scission entre ceux qui dansent le moderne et le classique, ce serait une très grave faute. On peut le comprendre, mais ce serait une grave faute. Et ça, voyez-vous, quand on est à la tête de l'opéra, on doit faire comprendre aux artistes qui ont cette propension, cette volonté, que c'est pas ainsi qu'ils illustrent tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils sont. C'est un métier fatigant, psychologiquement et physiquement, d'être danseur ou d'être danseuse. C'est donc un métier qui pose à la directrice de la danse des problèmes spécifiques. Quels sont les plus lourds que vous ayez eu à traiter? Les problèmes spécifiques, c'est déjà pas parler de football, mais c'est déjà le corps qui est extrêmement sollicité, hein. Vivre tue, danser blesse. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Donc la solution, ce serait de danser moins, de faire. Bon. Alors, j'avais participé à enrichir tout ce qui accompagnait la possibilité de soigner les danseurs avec des kinésithérapeutes et autres. Par la suite, il a été fait, c'était une bonne chose, ça a été intensifié. Donc il y a des moyens, on les met beaucoup en exergue et tout ça. Et c'est bien de l'avoir fait. En revanche, je constate qu'il n'y a pas forcément, à part de grandes démonstrations, il n'y a pas forcément de moins de blessés. Donc, on est et c'est d'ailleurs heureux, hein, dans le moment du care, de l'attention et autres. Il faut le faire, mais je crois je ne sais pas quelle est la solution. Mais ça, c'est un problème. Et ça me touche. Vous parlez de Mathieu Gagnon, par exemple. Mathieu, il n'a pas souvent, mais il a été parfois blessé. Il est très attentif, parfois trop, je trouve. Voilà. Mais en même temps, c'est lui qui vit dans son corps. Donc, il faut le gérer, quoi, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut plusieurs danseurs étoiles qui se sans se partager les rôles, qui peuvent prendre les relais dans des générations courtes, hein, mais différentes. C'est toute une espèce d'alchimie comme ça qui est très passionnante. Vous venez de nommer Pierre Lacotte et en même temps Mathieu Gagnon. En effet, c'est un exemple puisque Mathieu Gagnon a créé le dernier ballet, la dernière oui, le Rouge et le Noir, il s'est arrêté. Qui était le Rouge et le Noir et qui n'a pas passé qu'il s'est déchiré le mollet ou je ne sais plus ce qui est arrivé. Donc, et d'ailleurs, il y avait immédiatement quelqu'un pour lui remplacer. Oui, c'était Hugo, l'excellent Hugo Marchand. Immédiatement. Ça a pris, quoi. Ça a fait prendre 5 minutes de retard, je pense. Écoutez, vous avez tellement raison. Moi, je me souviens je crois que c'était dans Eugène Onegin ou La Dame aux Camélias, pardon. Il y a eu, je ne dis pas qui s'est blessé, vraiment. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais déjà plus ou moins un
informé de cette possibilité d'avoir mal et tout ça. Donc, j'avais demandé au couple, je crois que c'était Isabelle Sciaravola, et je sais plus, je crois que c'est Buluan, je crois, qui était en scène, habillé, avec le costume et tout. Et je vous assure, les gens l'ont pas vu. Ils ont enchaîné. La personne, je sais même plus qui c'était, c'est affreux. Vous voulez dire que pendant le ballet, vous avez Ouais, fait, voilà. vous avez fait des Il y a eu un échanges switch. de... Il y a eu, ça s'est présenté un nombre de fois incalculable. Moi, je me souviens de José Martinez au Japon, Marie-Agnès Gillot qui se blesse. Dès l'entrée, je bondis sur j'étais dans la salle, je bondis sur la coulisse et je m'arrange. C'était Émilie Cosette qui avait dansé le rôle 5 mois avant. J'ai dit, Émilie, c'est toi. Alors là, il ne faut pas commencer à discuter, je ne le sens pas. Toi. Enfin, ils sont formidables. Donc, voilà. Et je me rappelle très bien de José qui était de dos, comme ça, sur son fauteuil, et qui dit, je danse avec qui? Oh, c'était formidable. Mais ils sont formidables. C'est vraiment une troupe de mentale et autres. Après, bon, ils ont leur travers comme j'ai les miens. Alors, l'esprit de troupe, oui, l'esprit de troupe, c'est ça. C'est aussi, évidemment, les formes de rivalité de toutes sortes et d'antipathie qui peuvent parfois interférer avec la partie artistique. Mais c'est aussi ce sens de la performance et ce sentiment d'appartenir Oui. à... quelles sont dans votre esprit les troupes qui peuvent être citées comme ayant les mêmes qualités artistiques, même si c'est pas les mêmes impossible. Non, les mêmes qualités non, artistiques, mais bien sûr, ayant des qualités artistiques qui peuvent être comparées à celles de l'Opéra national, corps-de-ballet de l'Opéra national. Les grandes troupes, je pense le Bolchoï, je pense particulièrement le Bolchoï. C'est amusant quand vous parlez de Pierre Lacotte. Enfin, amusant. Oui, cela dit, il aimait beaucoup rire. Mais ces deux grandes maisons, pour installer ces ballets qu'il a retrouvés dans les vieux grimoires pour s'amuser et autres, c'est le Bolchoï et c'est l'Opéra Garnier. Et c'est l'opéra. Donc, c'est ces maisons-là qui sont des maisons puissantes où il y a où ça vient d'écoles. Moi, je crois qu'il faut rendre hommage aussi à l'école de danse de l'opéra, qui est très bien dirigée, si je peux me permettre, par Isabelle Platel. Elle-même danseuse étoile. Elle-même danseuse étoile, mais voyez-vous, moi, je ne suis pas danseuse étoile. Non, mais personne n'est parfait. Non, mais moi non plus, je peux vous dire. Vous non plus, mais ça se sait beaucoup. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je réagis parce que ça m'est souvent arrivé, on me dit, alors bien sûr, vous êtes danseuse étoile. Comme si c'était, bon, bien évidemment, c'est le titre suprême pour être danseuse. Oui. Ce n'est pas le titre suprême pour être directrice ou directeur. Maintenant, dans le cas de José Martinez, qui est danseur étoile, qui a déjà dirigé et qui est directeur maintenant, c'est pas mal. Hein. Et donc, prenons le Bolchoï, par exemple. Quel type d'échange y a-t-il entre le ballet national, le corps de ballet de l'Opéra de Paris et le Bolchoï? Ça dépend des moments. Par exemple, quand j'étais à la direction, ils étaient très, j'allais dire presque constants. J'invitais souvent le Bolchoï à venir. Je reparle de Hugues parce que lui, en tant que directeur, il connaissait très bien. On allait souvent là-bas. Ce que je trouve formidable avec Hugues Gall, et même après, c'est que moi, je suis très respectueuse et très légitimiste par rapport à qui dirige. Mais moi, je ne suis pas là non plus pour être au service au sens, comment dire, étroit du terme, en admettant qu'on puisse parler ainsi. Donc, c'est vraiment arrivé à convaincre, et c'est comme ça que d'ailleurs que j'ai accepté de rester, qu'on m'a demandé de rester. Mais j'aime bien qu'on soit ensemble là aussi. Et donc, pour revenir à votre question, on a fait venir plusieurs fois le Bolchoï. Nous avons dansé là-bas. Des danseurs de la compagnie sont allés également danser au Bolchoï. À l'intérieur du corps de ballet? Oui. Il y a eu des échanges un peu moins, mais ça a dit, c'est une litanie, vous connaissez bien, la période Covid n'a pas arrangé les choses. Oui. Mais en tout cas, le principe... Oui, alors un peu moins maintenant, je crois. Un peu moins maintenant. Mais bon, écoutez, on va voir comment... Et puis alors, puisqu'on en est à l'international, quels sont les pays dans lesquels le corps de ballet de l'Opéra de Paris est le plus apprécié, le plus invité, fait les plus fréquents séjours? C'est le Japon. Le Japon. Alors, mais écoutez, quand vous allez au Japon, accompagnez le ballet de l'Opéra de Paris au Japon, quels que soient les moments et les générations. C'est
incroyable. C'est un public d'ailleurs qui est alors, vraiment ballettomane, au sens de l'amour qu'ils ont pour tout cela. C'est-à-dire connaisseur? Très connaisseur. Très conna- Et puis alors à la fin, alors là, à la fin, il y a des rangées entières qui attendent, qui hurlent. Non, mais c'est très touchant et c'est très revigorant. Et on nous sommes invités, je dis nous maintenant, mais à peu près tous les 2 ans, 3 ans au Japon. Et c'est un public qui attend le répertoire romantique ou qui attend tous les répertoires ou qui attend un répertoire Alors, contemporain? c'est une très bonne question parce que ça dépend de qui nous invite. Parce que c'est souvent des impresaries ou des organisateurs privés. Alors, on avait le merveilleux monsieur Sasaki qui est mort maintenant il y a longtemps. Alors lui, c'était le ballet dans le sens ballet, quoi, ballet Thomas. Et puis à un moment donné, moi, nous avions eu une invitation qui nous avait été faite pour une l'exposition univers. Je sais plus ce que c'était, une exposition au Japon. Et c'était un journal. Parce que souvent, les journaux invitent aussi, sont puissance invitante. Et là, j'avais souhaité présenter leur proposer, ils ont accepté avec beaucoup d'enthousiasme, le signe de Olivier Debré, que Olivier Debré m'avait proposé, où je lui ai proposé de travailler avec Caroline Carlson et René Aubry pour la musique. Et là, ils ont adoré. Était-ce le même public? Je ne sais pas, c'était pas dans le même contexte, mais ils ont adoré. J'ai présenté aussi Les Enfants du Paradis de José Martinez, ça a été absolument... voilà, donc je pense à un public curieux. Ils sont peut-être plus attirés par un répertoire très classique qu'ils connaissent bien. Mais enfin, il y a plusieurs publics, hein. Il y a un public très moderne en ce qui concerne le théâtre, le cinéma et autres. Voilà. Et est-ce qu'il y a des troupes japonaises que nous invitons en France? Il y avait la troupe, le Tokyo Ballet, qui était justement au départ dirigée par Monsieur Sasaki, qui a été repris. On le voit peu. Après, est-ce qu'il a tout à fait les mêmes critères? Béjart a beaucoup travaillé avec eux. Après, est-ce qu'il y a les mêmes critères que nous? Sans doute pas. Mais ça fait bien longtemps. Moi, je les avais invités. Avec Éric Vian avait dansé avec eux aussi, comme étoile invitée. Bon, c'est pas forcément, comme je ne le dis pas en japonais, c'est pas forcément la plus grande troupe du monde, hein, mais c'était une troupe vibrante et qui présente. Et si on enlève les Russes du Bolchoï et les Japonais du Tokyo Ballet, est-ce qu'il y a une compagnie étrangère qui a suscité chez vous un intérêt, un enthousiasme, une affection, une volonté de suivi particulière? Parmi les troupes, j'allais dire officielles, autres, moi j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je suis pas allé d'ailleurs, le ballet de Londres, le Royal Ballet. C'est un ballet de tradition très ouvert aussi. Là, il va bientôt y avoir un ballet qui s'appelle Dante avec Wayne McGregor, qui est d'ailleurs un chorégraphe que j'avais fait venir pour la première fois et qui a été chorégraphe associé au Royal Ballet, donc qui montre bien la modernité qui est souhaitée. Mais il y a tout un répertoire autour des œuvres de Macmillan, autour des œuvres de Tudor, Bah, c'est une belle troupe. Et alors, ils ont surtout quelque chose que je trouve formidable. Ils ont ils ont une théâtralité dans leur gestuelle, leur chorégraphie qui est tout à fait intéressante. Mais je regrette de ne pas y être allé depuis longtemps. Il y avait aussi ce ballet, l'English National Ballet, que dirigeait avec beaucoup de talent Tamara Oyo, qui maintenant, elle, est à San Francisco Ballet, qui est intéressante, qui est une troupe plus petite, moins officialisée peut-être, mais tout à fait bien. Oh, il y a plein de troupes. Le San Francisco Ballet est une très belle troupe. C'est là où va d'ailleurs Tamara, mais auparavant c'était le Guy Thomasson. Là, je rentre dans la... voilà, il y a de très belles troupes à travers le monde, hein. Brigitte Lefebvre. New York City Ballet, voilà. En Chine. Brigitte Lefebvre, merci. Nous retrouverons pour une dernière conversation et j'aimerais vous demander de commencer cette conversation en nous disant comment on nomme une danseuse étoile ou un danseur étoile.